aller à l'immigration, c'est quelque chose qui est involontaire de notre part. On le fait, c'est juste pour s'en sortir un peu de la crise qu'il y a chez nous, telle que la sécheresse. Bon, ça, c'est une crise que vraiment le monde entier le sait. Bon, on n'a pas le choix, c'est pas de notre faute. C'est quelque chose, c'est le climat, alors on essaie de la supporter. Il faut aussi voir les situations de vie qu'on trouve devant soi au pays, parce que la survie de nos familles en Afrique dépend de nous ici. Parce qu'il faut le dire tout le temps que depuis des années, plus de 10 ans, je crois que nos familles ont une survie dépendante de nous. Parce que toute famille qui ne possède pas d'immigrés en France ou ailleurs, cette famille est totalement ruinée, ils sont désespérés. Quand il y a eu la sécheresse, il y a beaucoup, si je peux même le dire, il y a les 80% de nos économies qu'on envoie à la famille pour survivre. Il fiume Senegal, lungo 1700 km, con una valle di 800 km in Mali e di 900 km sul confine tra Senegal e Mauritania, costituisce un'immensa risorsa idrica non completamente utilizzata dalle popolazioni che vivono lungo le sue rive. Della grande siccità che ha colpito il Sahel negli anni passati rimangono queste profonde erosioni a testimoni della tragedia che le popolazioni saheliane hanno subito. La penuria d'acqua costringe la gente, le donne in particolare, a scavare nelle mar, pozze mano a mano più profonde, alla ricerca di acqua per uso domestico. Un lavoro questo che si ripete all'infinito durante tutta la stagione secca, creando un desolante paesaggio lunare. L'acqua raccolta dagli scoli superficiali delle mar è inquinata ed è un veicolo di malattie infettive e parassitarie. Ma per chi vi abita non esiste purtroppo altra scelta per dissetarsi. Il deserto avanza inesorabilmente, coinvolgendo nella catastrofe le popolazioni unitamente alle risorse. In queste condizioni climatiche sfavorevoli, l'80% del bestiame è andato perduto e gli ultimi 2 anni, caratterizzati dal nuovo ciclo di piogge, non sono bastati per cancellare i segni lasciati dalla siccità. Fattori tra loro diversi hanno costretto le popolazioni del fleuve a organizzare l'emigrazione nell'ambito di tante piccole strategie capaci di rispondere in via prioritaria alla questione alimentare. Dal fleuve, maliani, senegalesi, mauritani sono emigrati numerosi soprattutto in Francia. È stato ufficialmente accertato che da questi paesi oltre 65.000 persone hanno raggiunto la Francia nel 1980 a causa della crisi economica dovuta principalmente alla siccità, ma sono oltre 100.000 se si tiene conto anche dei clandestini. Gli emigrati di quest'area saheliana sono a Parigi la minoranza etnica più importante. Quartieri come Barbès sono popolati quasi esclusivamente da africani. Con le loro rimesse sostengono le famiglie d'origine, rappresentando una delle risorse principali per il miglioramento delle condizioni di vita nei villaggi rurali. Si calcola che ogni emigrato invii 1/3 del suo salario alla propria famiglia in Africa.
hanno riprodotto nei foyer l'organizzazione gerarchica dei villaggi d'origine, ma nel contempo ne hanno fatto luoghi di lotta e di organizzazione. È in queste case albergo che nascono le moderne associazioni che superano le tradizionali organizzazioni di villaggio. È qui che progettano le azioni di sviluppo nei paesi d'origine. È qui che organizzano il ritorno individuale o collettivo. La comunità africana in Francia si caratterizza proprio per la straordinaria vitalità che dimostra nell'organizzarsi, nel partecipare alle scelte che dovranno cambiare, sviluppare i loro paesi. Si assiste alla continua nascita di associazioni tra emigrati dello stesso villaggio o tra villaggi vicini che si tassano per avviare progetti di sviluppo nel paese da cui sono partiti. Si nous faisons un peu l'historique des problèmes économiques de nos pays après les indépendances, nous voyons que la situation a brutalement changé économiquement. Les besoins nouveaux se sont créés avec nos indépendances qui ne pouvaient en tout cas pas laisser la population indifférente. Il aurait fallu qu'en tout cas qu'on arrive à faire face à ces problèmes-là. Arriver à faire face à ces problèmes, autour de nous-mêmes, je crois que cela ne pourrait pas suffire pour faire face à ces problèmes. Donc nous étions en tout cas un peu contraints à faire cette immigration d'une façon qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas volontaire. Hein. Et c'est en ce sens que je crois qu'il y a beaucoup de petites stratégies à l'heure actuelle qui sont élaborées dans des villages qui essaient de répondre à la question alimentaire. Par exemple, qui consiste à organiser la migration au sein d'une grande famille de certains membres masculins adultes de la famille qui partent, qui travaillent à l'extérieur, essentiellement en France ou en Afrique centrale, qui envoient de l'argent et cet argent permet de reconstruire ou de reproduire, disons, l'unité familiale. Aussi bien en termes d'achat des technologies qu'en termes d'achat des produits alimentaires, etc., des soins de santé, d'éducation, etc. Pourquoi ? Parce que la région d'origine n'avait pas les conditions économiques et dans le pays tout couleur et le pays soninké, donc aussi bien sur le fleuve Sénégal, au Mali, au Sénégal et en Mauritanie, l'immigration a été conçue comme une réponse sociale aux difficultés économiques de la région, qui était complètement enclavée. Et donc les gens sont partis en émigration, qui était une réponse aux difficultés économiques qu'ils rencontraient sur le pays. Alors pour renverser, parce que eux, ils ont une association vraiment très très forte. Ils ont reconstitué ici le village. Au niveau donc des tout couleurs. Le village, il est refait ici. Les gens vivent ensemble. Tous les mois, ils se réunissent pour discuter des problèmes de leur village et pour cotiser financièrement à un certain nombre de réalisations qui sont dans le village. Et celui qui ne veut pas rentrer dans cette dynamique-là villageoise, il est exclu du groupe. Et non seulement il est exclu du groupe, mais sa famille, là-bas, risque d'être exclue du village, d'être mis en quarantaine. Les Arcorés ont toujours eu une structure sociale très solidaire. Depuis un très bon moment de l'histoire de l'Afrique. Bon, je crois que les Arcorés ont eu toujours cette structure. Ils se sont organisés pour... Tout a été fait pour ça, pour que les gens restent solidaires. C'est une société qui a été bien basée là-dessus, calculée pour que les gens arrivent en tout cas à s'autosuffire ensemble. Parce que même quand on se base un peu sur nos traditions de nos grands-parents, les gens, toute une grande famille se retrouve pour faire un même champ collectif, pour subvenir aux besoins alimentaires de la famille, de père en fils, de cousins, de l'autre. Nous sommes arrivés en Europe avec cette même mentalité. Donc c'est une solidarité très ancienne, qui ne dépend pas seulement des problèmes de l'immigration que nous avons laissés au village là-bas.
que nous sommes nés là-dedans, je crois qu'il serait très difficile qu'on s'en débarrasse de cette solidarité. Toujours la solidarité, ça joue bien à notre économie en Afrique. Bon, tribalisme, si vous voulez, région, si vous voulez, un peu tout, partout qu'on y va, on a la solidarité. Ça, c'est notre richesse. Bon, les autres choses, les autres problèmes divers qui s'ensuivent là-dessus, on sait toujours à s'en sortir de ce problème. Mais, comme il vient de dire le collègue du courrier, les matériels d'agriculture, les matériels si vous voulez, des hôpitaux ou des écoles, partout maintenant, on essaie de créer, de s'associer financement entre nous-mêmes immigrés, de faire des écoles, de faire des cliniques ou des hôpitaux. Chi risale oggi il corso del fleuve dal delta lungo i confini tra Senegal e Mauritania sino in Mali non può non rimanere sorpreso dal fervore costruttivo che anima le popolazioni della valle. Ex emigrati e non sono impegnati a fondo nei programmi di sviluppo. Le fabbriche tradizionali di mattoni in Banco, nel segnare il paesaggio, testimoniano la direzione verso la quale sono impegnate in via prioritaria le rimesse degli emigrati. Rappresentano meglio di ogni altra immagine i profondi cambiamenti in atto. Sono opere sociali quali le moschee che spuntano sempre più numerose sui villaggi in Brousse, una delle direzioni privilegiate in cui le rimesse vengono investite, anch'esse testimoni di legami religiosi e culturali assai radicati con il paese di origine che gli anni dell'emigrazione non hanno cancellato. Queste abitazioni ricoperte di tôle ondulée sono testimonianza dei cambiamenti conseguenti alle rimesse. L'edilizia costituisce il terreno privilegiato di investimento dei risparmi. La trasformazione della tipologia abitativa assume uno stato simbolo di riscatto per chi è stato costretto ad emigrare, ma anche nella costruzione di opere sociosanitarie come dispensari, maternità, le rimesse degli emigrati giocano un ruolo insostituibile, anche se purtroppo proprio in questo campo si assiste spesso ad uno spreco di risorse economiche dovuto al sovradimensionamento di queste strutture in rapporto alle effettive necessità. Il terreno più interessante di investimento delle rimesse per le ricadute socio-economiche che ha già e che potrà avere nel prossimo futuro è certamente rappresentato dalle attività che gli emigrati impiantano in campo agricolo attraverso i loro progetti di ritorno. È un'avventura umana straordinaria, quella che vede coinvolti ex emigrati e non, uomini e donne, giovani e anziani, nel tentativo di cambiare il loro destino. Risorse umane e finanziarie notevoli sono investite nella realizzazione di perimetri irrigui, nell'acquisto delle attrezzature per il lavoro dei campi, la trasformazione dei prodotti, la commercializzazione. È proprio con questi progetti di sviluppo agricolo che nasce la speranza per loro di ricominciare una vita diversa nel paese natale. Con queste idee molti ritornano al fleuve e trasformano i terreni incolti della Brousse in moderne parcelle coltivate. Somankidi qui est à côté de nous, qui est d'ailleurs notre village d'accueil, parce qu'au moment où quand on venait, il n'y avait pas de chambre ici, c'était vraiment la forêt. Bon, les gens avaient même peur de venir pénétrer ici, parce que certains parlaient des lions, des hyènes, de tous les dangers. Bon, on n'est pas venu directement ici, on a été s'installer à Somankidi. Et on venait travailler ici dans la journée. Les soirs, on retourne. On a fait le stage en Haute-Marne, en France. En Haute-Marne. Avec des organisations non gouvernementales, et particulièrement l'AXIR et CCFD, et la CIMAD, qui nous avons financé pour les 6 mois de stage et qui ont continué à nous financer pendant au moment d'installation et après l'installation. Avant la date de départ du stage, on était une vingtaine. Mais à la date du départ, on est réduit jusqu'à 14. Donc ce sont ces 14-là qui ont effectué les stages et qui sont retournés, qui ont venu ici et qui ont défrisé le terrain, déchaussé et
est installé. Bon, c'est avec ces 14-là que tout a commencé, de France jusqu'ici. Ici, bien sûr, il y a des problèmes, parce que ce n'est pas un endroit idéal pour l'irrigation, parce qu'il y a des bosses, il y a des pentes, telles que vous-même vous l'avez vu. Bon, mais il y a quelque chose qui est là, qui est très très important, qui est la poche d'eau importante, qui est à côté et qui ne tarit jamais. Pendant les 12 mois de l'année, il y a constamment l'eau là-dedans. Donc c'est cette richesse qui a poussé le gouverneur et qui nous a poussé nous-mêmes de venir s'installer ici. Voilà. Et je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. La raison de notre existence ici, c'est d'abord essayer de freiner l'immigration en quelque sorte, parce que de venir s'installer à côté des infrastructures routières pour que le passant nous voit et qu'il puisse être jaloux de nous et qui, un jour ou l'autre, vont tenter de faire la même chose comme nous, comme certains l'ont fait. Par exemple, le cas de Soboku, qui aujourd'hui existe, le cas de Lani qui existe, qui étaient des anciens émigrés aussi. Bon, dans la région de Koulikro, on a des amis qui sont retournés aussi, qui font la même chose. Et depuis notre retour, en tout cas, l'exemple s'est multiplié. Bon, et en tout cas, c'était ça notre souci et c'était ça notre souhait pour essayer de freiner un peu l'immigration vers l'extérieur. À moyenne d'âge ici, c'est de 36, 37, 36 ans. Il faut dire que c'est un village jeune, habité par des jeunes qui ont beaucoup voyagé et qui ont venu avec beaucoup d'idées, même si ce n'est pas africain. Ils ont des idées vraiment énormes. Donc, vu notre âge, vu nos expériences accumulées à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur du Mali, qui a fait qu'il y a une différence entre ces villages-là et les villages et les autres villages. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous exigeons ici, que dans le village, c'est rare, n'est-ce pas? Par exemple, le Canari, l'eau qu'on boit dans les Canaries, il est obligatoire pour tout le monde de traiter avec l'eau des Javel. Notre premier souci ici, c'est les enfants. On ne doit jamais voir un enfant maltraité, c'est-à-dire malsain. Il faut les nettoyer, il faut l'habiller, il faut les surveiller. Alors il faut les soigner. Parce que quand on regarde dans beaucoup de coins, les enfants sont un peu, si vous voulez, pas oubliés, mais en tout cas, ils ne sont pas c'est pas leur premier souci. Nous sommes tous le même village. Bon, après, on se rencontrait à Paris. Nous étions tous dans le même foyer. Bon, on discutait ensemble. Bon, on a passé au cours de discussion, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est intéressant pour retourner au pays natal. Donc, nous savons que nous sommes tous des fils de paysans, agriculteurs, bon, traditionnels quoi. Bon, en ce moment-là, on sait qu'on a vu quelque chose qui pourra nous faire travailler sur place sans aller ailleurs. Donc, nous avons pensé que si on fait l'agriculture en irrigation, donc nous pourrons rester au pays natal. Cette eau vient du fleuve Sénégal. Nous prenons cette eau avec une motopompe qui a une puissance de 200 mètres cubes air. Bon, la motopompe, elle est de 350 mètres d'ici. Nous avons aménagé 26 hectares. Pendant l'hivernage, nous cultivons le maïs et le petit mil. C'est que nous cultivons en hivernage. D'autres cultures contre-saison, nous avons la tomate, des aubergines, des choux-pommes, des carottes, des pommes de terre, des patates douces. Alors, il y a la banane également et des manguiers derrière.
notre projet c'était en long terme ou bien c'est en court terme? C'est en long terme. Bon, nous avons pris la décision pour qu'il faut qu'on reste au pays natal parce que vent et vient et puis ça ne sert à rien du tout. Ce qu'on gagne en France, avant de venir ici, on dépasse ça en famille. Dès qu'on fasse quelque chose dans notre pays natal, bon, même les bénéfices, si ça ne sera pas nous, ça sera peut-être nos fils et nos petits-fils. D'abord, notre politique, c'est l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous sommes dans un pays qui a beaucoup souffert pendant ces dernières années. Donc, il faut que nous arrivions à s'autosuffire d'abord, faire beaucoup de céréales pour que, au moins, on puisse servir les villages qui nous entourent. Donc, mais les principaux cultures, c'est le maïs, beaucoup de maïs. C'est le marché de Caille, tous les produits s'écoulent, sauf le maïs. Le maïs, quelle que soit la quantité sur place ici, on peut écouler. Bon, mais les autres, les légumes, par exemple, la banane, la tomate, l'oignon, ça, on l'amène directement sur le marché de Caille. Bon, arrivé maintenant au marché de Caille, là aussi, il y a un problème qui se pose. C'est que, en espace d'1 mois, le marché de Caille est saturé, vraiment rempli de toutes sortes de produits. Tomates, gombo, oignons, piments. Bon, et ça pose aussi énormément de problèmes aux vendeurs, parce que le vendeur est obligé de rester pendant 1 semaine pour pouvoir écouler son produit. Puisque dans la région, il y a beaucoup de périmètres, il faut le dire. Il y a des périmètres maraîchers, il y a des périmètres il y a les jardiniers à côté qui aussi amènent les leurs au marché. Bon, qui fait que tout le monde se rencontre là-bas au même moment. Nous avons un peu de problèmes, c'est-à-dire le problème de transport, pour transporter le produit au marché. Mais en ce moment-là, il y a moins de problèmes parce qu'on a une bâche qui permet d'amener le produit au marché. Les routes sont très mauvaises. On a un gros problème sur ça parce que les routes, vraiment, ça ne marche pas. Pour aller à Caille, normalement, si c'était une bonne route, on peut y aller dans une demi-heure ou bien 1 heure. Mais pour aller maintenant avec la bâche, il faut faire 3 heures de temps, en 73 km. C'est quand nous quittons ici avec la tomate ou la banane, par exemple, pour arriver, avant d'arriver à Caille, la tomate peut se transformer en purée. Ça, c'est bien. Bon, avec la banane, avant d'arriver, la banane peut arriver avec une autre couleur qui n'est pas sa vraie couleur. Connaissant notre capacité de travail, si toutes les conditions étaient réunies, la CAM seulement sera en mesure de ravitailler la ville de Caille en tomates, en oignons, en pommes de terre e en pima pendant les 12 mois de l'année. Gli emigrati che sono rientrati si confrontano con nuovi problemi che essi stessi hanno contribuito a creare. Altri piani di sviluppo però, che partono da altre logiche spesso contrapposte a quelle contadine, insidiano i progetti di ritorno alla terra degli emigrati. Sono le grandi aziende di Stato già nate o le altre che sono in programma in tutta la valle del fiume Senegal. I mercati rischiano di essere completamente occupati dalle produzioni di queste grandi aziende agroalimentari e il tradizionale sistema di accesso alla terra è profondamente modificato. Il contadino, proprietario da sempre della terra, diviene un lavoratore salariato. Ma sarà lungo la valle del fiume Senegal che grandi cambiamenti si produrranno su questo piano nei prossimi anni, dopo l'entrata in funzione della diga di Manantali in Mali e del barrage di Diama sul confine tra Senegal e Mauritania. Secondo i piani dell'Organizzazione per la valorizzazione della valle del fiume Senegal, questi grandi interventi nel settore idraulico dovranno consentire l'irrigazione di 375.000 ettari lungo tutto il bacino del fiume. Una sfida alle popolazioni locali, agli emigrati rientrati, che dovranno confrontarsi con gli interessi di chi vuole impossessarsi di queste nuove fonti di ricchezza
che saranno liberate.